Place au débat à présent dans Midi News, toujours avec Patrick Dutartre, général de l'armée de l'air. Merci d'être avec nous. Pierre Laurin, bonjour. Vous êtes historien spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique. Je rappelle votre dernier ouvrage, Une histoire entre deux destins. C'est aux éditions Bartilla. David Guiraud, toujours présent, porte-parole de jeunesse de la France Insoumise, et Laurent Jacobelli, qui vient nous rejoindre. Bonjour, porte-parole de Marine Le Pen. Pas de fuite radioactive détectée à la centrale nucléaire de Zaporijia, mais les images, la situation sont pour le moins préoccupantes. Les frappes russes sur cette centrale largement condamnées par la communauté internationale. Marine Mulset. Les forces russes occupent la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Une partie du site de Zaporijia, dans le sud du pays, avait pris feu cette nuit après des bombardements de chars russes, faisant craindre un incident nucléaire. Arrêter les tirs d'armes lourdes sur les blocs d'énergie de la centrale nucléaire de Zaporijia. Composée de 6 réacteurs nucléaires, la centrale fournit une grande partie de l'énergie du pays. Après plusieurs heures d'incertitude, les lieux ont été sécurisés et l'incendie maîtrisé par les pompiers ukrainiens. Un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères alertait sur les risques. Si elle explose, ce sera 10 fois pire que Tchernobyl. Les Russes doivent immédiatement cesser le feu. De son côté, l'Organisation nationale de l'énergie atomique a déclaré n'avoir détecté aucune fuite radioactive à la centrale ukrainienne. Général Dutartre, frappe délibérée ou erreur humaine ? Non, bah une très très forte probabilité que ce soit une erreur de terrain en fait. Les forces ayant probablement la consigne d'aller prendre cette centrale dans leur mouvement global pour rejoindre entre la Crimée et le Donbass, avait cet objectif-là de se rapprocher de la ville de Zaporijia et du coup la centrale. Mais non, personne n'a un intérêt évidemment à faire ça. Je pense que c'est une erreur de terrain. Au vu du nombre de missiles qui ont été tirés dans cette direction, on se dit quand même que c'est un risque limite inconsidéré, non ? Oui, non, d'abord je pense pas du tout un missile, c'est plutôt un obus de char. Un obus de char, pardon, oui, tout à fait. Oui, et qui ont des caméras thermiques, j'imagine, donc avec une certaine précision. Vous savez, malheureusement, un champ de bataille, c'est pas toujours forcément ce qu'on voudrait qu'il se passe, et donc il y a forcément entre guillemets des choses qui peuvent échapper à finalement, mettez-vous à la place de celui qui est dans le char. En fait, c'est un peu un jeune opérateur à qui on dit des consignes et puis dans le fond du terrain, et donc il peut avoir. Manifestement, pour moi, c'est une erreur de tir. Et d'ailleurs, si je passe les vues, on voit des balles traçantes, donc. C'est manifestement une attaque pour s'emparer, entre guillemets, de la centrale, ce qui est hyper important par contre. Et ça, s'il faut faire très attention à ça, c'est qu'il faut que les opérateurs ukrainiens de la centrale soient en place et que l'environnement soit sécurisé. Parce que si c'est pas les militaires russes qui vont s'occuper de la centrale. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Ils sont sur place, apparemment, ils sont en train de sécuriser. Ils ont aussi affirmé qu'il n'y avait pas de fuite. Ça vous inspire quoi, vous, Laurent Jacobelli ? Qu'est-ce que vous avez dit ce matin en vous réveillant en voyant ces images ? Ce sont toujours des images terrifiantes, que des images de guerre. Moi, je partage votre analyse, mon général. Je pense que si les Russes avaient voulu dynamiter, faire exploser la centrale, ils l'auraient fait. Et je pense que ce n'était pas d'ailleurs leur intérêt, puisque les répercussions les auraient aussi concernés, puisque c'est un pays limitrophe. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas minimiser tous ces tirs. Je pense que ça montre bien l'urgence d'une désescalade, l'urgence de la voie diplomatique, parce que je crois que plutôt que de se préparer à la guerre, il faut se préparer à la paix, et très vite. Donc il faut vraiment... Donc le président Zelensky se trompe quand il parle de terreur nucléaire avec cette nuit de chaos ? Écoutez, il est dans son rôle de président ukrainien, je pense que lui-même le craint, il le craint pour sa population, il le craint probablement pour l'ensemble de l'Europe, mais moi, peut-être ne suis-je pas un spécialiste comme il y en a sur ce plateau, mais je pense que si les Russes avaient voulu utiliser la menace nucléaire, ils l'auraient fait autrement qu'en visant un bâtiment administratif d'une centrale nucléaire dans un pays limitrophe, et donc en mettant leur propre population en danger. Maintenant, on voit bien que l'escalade qui arrive ouvre la porte à tous les risques, tous les dangers civils et militaires. Donc il faut la désescalade, vite. Il faut une convention internationale sous l'égide de l'ONU, comme le propose Marine Le Pen, avec les pays limitrophes de l'Ukraine, avec bien évidemment aussi la Russie, l'Ukraine, la France, qu'on se mette autour d'une table, qu'on comprenne ce que veut Vladimir Poutine, ce qui n'est pas évident au moment où on se parle, et puis qu'on se mette à la table des négociations, parce qu'une fois encore, tout doit être fait pour éviter la guerre. Au final, David Guiraud, cette séquence, ce n'était pas un message pour les Occidentaux, pardon. En tout cas, moi je veux pas être catastrophiste. C'est possible que ce soit une erreur de la part des Russes. Je pense pas que Poutine ait un intérêt à faire sauter une centrale nucléaire. Ça le concernerait directement. Mais par contre, je veux dire les choses.
Et il faut dire les choses et il faut se rendre compte de l'alerte qu'avait lancée Jean-Luc Mélenchon en décembre 2021, quand il parlait des centrales nucléaires, du danger que ça représentait et du fait que c'était des cibles. Il disait nous avons des cibles, y compris en France, et 58 sont à portée de tir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, beaucoup de gens se sont moqués de lui en disant ah mais non, mais ça n'arrivera jamais. Il faut que les gens réfléchissent aux risques que représente le nucléaire, parce que la science ne peut pas tout prévoir. Encore moins la guerre et encore moins les conséquences de la guerre et des accidents qui peuvent en résulter, parce que la centrale n'a pas été la cible d'un tir direct, mais par contre c'est une cible stratégique. Et il peut tout se passer à ce moment-là. Donc il y a un débat aujourd'hui en France sur le nucléaire, sur la pertinence économique, sur la pertinence en termes de souveraineté. Je respecte les termes de ce débat. C'est un débat qui est pas simple, c'est un débat où les arguments s'entendent. Mais par contre que tout le monde réfléchisse au fait que le nucléaire n'est pas une énergie sûre et que les conséquences d'un accident nucléaire, contrairement à ce qui peut se passer sur une coupure de courant, d'électricité, de pylônes électriques, même d'un barrage qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, mais les conséquences de l'explosion d'une centrale en pleine guerre, ce seraient des conséquences catastrophiques et ce seraient des conséquences mondiales. Donc au moins, même si je respecte les termes du débat économique sur la souveraineté sur le nucléaire, que tout le monde réfléchisse à ça et tout le monde se dise que peut-être que Jean-Luc Mélenchon avait raison quand même de lancer l'alerte sur la question de la sécurité des installations nucléaires. Maintenant, il y a des choses à faire, je finis juste sur ça. Peut-être qu'on pourrait avoir une force d'interposition sur ces sites stratégiques-là. Peut-être qu'il faut réfléchir à comment diplomatiquement on épargne ces sites de la guerre. Casques bleus, effectivement, imaginez des casques bleus. Ce serait une catastrophe pour les Ukrainiens comme pour les Russes. Pierre Laurin, je rappelle que vous êtes historien. Au final, cette séquence, alors on ne sait pas si ça a été fait exprès ou pas, erreur humaine ou pas, mais elle sert Vladimir Poutine? Non, bien sûr qu'elle ne sert pas. C'est évident. C'est pour ça que l'hypothèse de l'erreur est à privilégier. Parce que s'il avait vraiment intérêt à faire cela, ce ne serait pas maintenant, ça aurait été plus tôt, etc. S'il cherchait à exercer une sorte de chantage, et c'est un chantage qui ne fonctionnerait pas, puisque effectivement, ce serait la Crimée et le territoire russe qui seraient aux premières loges en cas de problème. Donc vraisemblablement, c'est l'hypothèse d'un tir maladroit. Bon, de toute manière, effectivement, la situation est très dangereuse parce que des accidents peuvent se produire. Peut-être que on ne pourra pas toujours contrôler les tirs. Mais ce qu'il convient de voir dans cet épisode, c'est effectivement que la guerre est de haute intensité, contrairement à ce que l'on pouvait penser jusqu'à il y a très peu de temps. On est vraiment dans des opérations de large envergure, de prise de sites stratégiques, des ports, des centrales nucléaires, etc. Et donc, on risque effectivement de voir se multiplier des incidents de ce genre. C'est pas rassurant ce que vous nous racontez, effectivement. Mais c'est la triste vérité. Non, mais bien sûr. C'est l'histoire qui n'est pas rassurante, vous savez. Laurent Jacobelli. Oui, je pense que le rôle de la France dans la résolution de cette crise doit être posé et dans la protection des Français. J'entendais le porte-parole de la France Insoumise nous expliquer le danger des centrales nucléaires, mais ne soyons pas naïfs. Si la Russie veut utiliser le nucléaire pour menacer, elle a d'autres moyens de le faire que d'attaquer des centrales, malheureusement. En revanche, la question se pose sur la question énergétique. Oui, en effet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demain que les sanctions contre la Russie viennent priver la France de sources d'énergie et surtout renchérir le coût de l'énergie pour les Français, multiplié par 4, par exemple, bien parti, là, hein. Le coût du gaz. Et je pense que cette préoccupation doit être permanente dans l'esprit du président de la République, c'est-à-dire que de cette crise ne doit pas découler une nouvelle perte de pouvoir d'achat pour les Français. D'abord en baissant, comme l'a proposé Marine Le Pen, le prix de la TVA immédiatement de 20% à 5,5% pour éviter la cherté de l'énergie. Et puis la dette, il peut faire ça. Et surtout en évitant, oui, il peut le faire. Et surtout en évitant de prendre des sanctions qui toucheraient à l'approvisionnement énergétique, parce que vous savez qu'il y a une folie, qui est la mutualisation des énergies en Europe, ce qui est un système aberrant. Mais quand on voit que 40% du gaz allemand est russe, eh bien il faut faire très attention, du gaz utilisé en Allemagne, il faut faire très attention aux mesures de rétorsion. 20% pour la France, mais vous savez qu'il y a une forme de péréquation du coût de l'énergie entre les différents pays européens, que ce qui malheureusement affectera demain les autres pays, affectera le pouvoir d'achat des Français. Donc être très vigilant, je comprends l'opportunisme de parler maintenant du nucléaire, mais il ne faut pas oublier que c'est la seule énergie propre,
peu cher et qui assure notre souveraineté. Donc il ne faut pas tout mélanger. David Guiraud. Propre, vous en parlerez aux gens qui habitent les villages près de là où on enfouit les déchets nucléaires. Mais plus globalement, encore une fois, je respecte les termes du débat. Sur l'énergie, juste une chose. La baisse de la TVA, c'est le budget de l'État, c'est nos impôts. Moi, je vois pas pourquoi ça serait pas aux fournisseurs de payer les augmentations d'énergie. Je rappelle que Total, par exemple, c'est 7 milliards d'euros de dividendes en 2021. Pourquoi est-ce qu'on distribuait de l'argent aux actionnaires plutôt que on ne le donnerait pas aux Français qui ont déjà largement souffert de la crise? C'est un choix politique. Mais au-delà de ça, sur la question des sanctions économiques, oui, je pense qu'il faut bien cibler les sanctions économiques. Par exemple, il y en a une qui est très efficace à ce moment, c'est celle sur les oligarques russes. Voilà. Et je ne comprends pas d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on doive geler leurs biens, mais peut-être qu'on devrait aller vers la saisie de leurs biens et la réutilisation par la France. Ça, c'est une solution qu'on explore. Je dis ça parce que quand j'entends par exemple Bruno Le Maire qui nous dit il y a quelque temps on est dans une guerre économique totale. Il a rétropédalé après. Il a rétropédalé, il a bien fait. Oui, mais il faut se méfier des gens qui prennent des postures comme ça pour avoir l'attitude d'un chef d'État, etc. Il faut faire attention. Je dis pas qu'il faut pas de sanctions, hein, mais attention à une chose. Il n'a pas tout simplement dit la vérité. Sauf qu'il ne peut pas le dire. Non, parce que le but n'est pas, comme il le dit lui, de mettre à terre l'économie russe. Ça, c'est une erreur. Pardon, c'est une erreur parce que rappelez-vous que la dernière fois qu'on a fait ça, le but des sanctions, c'était le traité de Versailles avec les Allemands quand on les a battus à la Première Guerre mondiale. Alors c'est très bien. Hein. On n'a pas voulu sanctionner pour atteindre un objectif diplomatique, parce que la sanction économique, c'est pour atteindre un objectif précis, c'est-à-dire le retrait des troupes, etc. D'accord. Mais si c'est juste pour se venger, ça donne derrière le sentiment d'humiliation pour un pays, la mise à terre d'une économie, ce qui, quelques années plus tard, a favorisé, bon, il n'y avait pas que ça, mais qui a favorisé quand même l'émergence des nazis dans les années 30. Donc attention avec les sanctions économiques. On continue, en tout cas la France continue à acheter du gaz aux Russes. On continue à en acheter. Alors, mais il y a autre chose. La Russie, il faut savoir une chose, c'est qu'elle s'est aussi en partie préparée aux sanctions. Sur le SWIFT, elle a prévu des systèmes alternatifs internes. Ça marche bien, sur les exportations, elle a quand même bossé sur le fait d'être beaucoup plus exportatrice qu'importatrice depuis 2014. En fait, la question, elle s'est déjà posée. Encore une fois, moi, je suis pas contre les sanctions. Elle a dédollarisé sa dette aussi, bien sûr. Voilà. Donc, je suis pas contre les sanctions. Mais attention à ce que ça ne revienne pas comme un retour de flamme sur les Français. Il y en aura, hein. Il y en aura. Hein. Dans tous les cas de figure, il y en aura. Donc la question aujourd'hui, c'est, va y en avoir? Que fait l'État pour protéger le pouvoir d'achat des Français? Pierre Lorrain, ensuite on s'intéresse à l'offensive des Russes. Ce qui est intéressant sur ce plateau, c'est que la France insoumise et le Rassemblement national sont sur la même ligne en ce qui concerne les sanctions. Ce qui est important, effectivement, c'est l'efficacité de ces sanctions. Elles sont très limitées pour le moment. Il est difficile de dire si elles seront vraiment efficaces dans le futur, tout simplement, effectivement, parce que la Russie s'est préparée. On parle de saisir, peut-être, les biens des oligarques. Les biens des oligarques en Europe et aux États-Unis sont relativement limités, parce que ces derniers temps, ils ont prévu que le problème des sanctions depuis 2014, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas chez nous que se situe leur fortune, mais ailleurs. Une part en Russie, autre part dans certains paradis fiscaux. Et d'autre part, ce que nous pouvons faire, nous, contre les oligarques, est tout à fait limité, simplement parce que leurs intérêts sont également mêlés aux intérêts de grandes entreprises européennes. Et que, à partir du moment où, par exemple, regardez, tous les oligarques qui sont situés aujourd'hui en Grande-Bretagne ont pris des distances à l'égard de Vladimir Poutine. Pourquoi? Bien tout simplement pour que les sanctions les touchent le moins possible. Oui, enfin, mais il y a quand même quelque chose, c'est que, par exemple, sur la question des paradis fiscaux, vous avez quand même des pays qui commencent à bouger. Par exemple, l'évolution de la Suisse sur le conflit, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose d'intéressant. La Suisse ou le Luxembourg, faisait allusion. Ça reste intéressant parce que ça veut dire qu'on peut faire bouger des pays. Bien sûr. Parce que là, il y a un consensus international pour une fois sur ça. Et il y a aussi une chose, c'est que le pays tient beaucoup sur ces oligarques-là. C'est-à-dire, c'est pas, il y a des régimes politiques qui tiennent sur d'autres choses, sur la puissance industrielle, des tissus de PME, j'en sais rien. Là, les oligarques ont une place prépondérante parce qu'ils détiennent une grosse partie de l'économie et c'est des gens qui ont l'habitude de voyager comme ça, de pas avoir de passeport, pas avoir de frontières, etc. Ça les dérange profondément, ce qu'on est en train de faire. Ça les dérange profondément parce qu'ils se rendent compte que ça va pas être aussi simple qu'avant de voyager partout dans le monde. Et je pense que c'est une solution qui fait partie des solutions les plus adaptées. En général, l'anticipation d'Emmanuel Macron, c'est que le pire est à venir, compte tenu de cet entretien téléphonique hier avec Vladimir Poutine pendant 1h30. Le but de Vladimir Poutine est de, dit l'Élysée, prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Ce scénario, est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce que vous y croyez?
C'est préoccupant. En face, c'est le président Macron qui est quand même un des chefs d'État, si ce n'est le chef d'État qui a le plus d'entretien avec le président Poutine. Il l'a en live en fait. Donc effectivement, c'est préoccupant de voir cette détermination du président Poutine à vouloir annexer tout ou partie de l'Ukraine. La stratégie qu'on peut observer actuellement dans le sud de l'Ukraine va dans ce sens-là, c'est-à-dire que rejoindre la Crimée, Mariupol, faire la jonction avec le Donbass, ça c'est clair. Il faut être extrêmement vigilant sur ce qui va se passer actuellement dans le nord-ouest, mais apparemment la colonne qui descendait du nord, qui venait de Biélorussie, a l'air, pour l'instant, il y a une forte résistance, je pense. Pour différentes raisons, elle n'avance pas trop. Par contre, quand on voit l'évolution des dernières cartes d'envahissement russe dans le nord-est de Kiev, bien sûr, ce qui se passe à Kharkiv va être un point extrêmement important. Et puis, éventuellement, une approche complètement par l'est de Kiev. Là, il faut être vigilant dans les heures qui viennent pour voir ce qui va se passer, en fait. Pierre Laurent. Je crois que je m'avance peut-être, mais ce que fait l'armée russe, c'est plutôt essayer de focaliser l'attention de l'armée ukrainienne sur des zones où elle a peu de risques réellement d'attaquer. En revanche, de manière à dégardir les fronts où elle attaque réellement, c'est-à-dire le sud. Je crois que la colonne de blindés qui se trouve au nord de Kiev actuellement est plutôt une menace, un leurre, plutôt que réellement une... Sinon, elle aurait déjà attaqué. Par ailleurs... sauf s'ils ont des problèmes d'essence, des problèmes de ravitaillement. On ne fait pas un leurre avec 60 km de véhicules. C'est un gros leurre. 60 km de véhicules. Ça fait quoi, 2000 véhicules? Non, mais qu'ils soient qu'on a utilisé, nous, des leurres pendant la Deuxième Guerre, pendant la guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on peut mettre on mettait des faux avions, parfois, de part et d'autre. Ça, c'est des vrais leurres. Mais 60 km de matériel roulant qui ont passé 2 mois en Biélorussie, dans quel état ils sont? Ça, c'est vrai. Ça, t'as tout à fait physique et psychologique. Je crois que ce qui est effectivement, comment dirais-je, important pour l'armée russe, c'est que ces armes soient cantonnées à 70 ou 80 km au nord en Biélorussie ou qu'elles soient à 70 ou 80 km au sud en Ukraine, ça change très peu de choses du point de vue de la logistique. Mais en tout cas, ils ne sont pas en état, pour le moment, semble-t-il, d'avancer. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Ça, c'est une autre histoire. La logistique, elle est au niveau ou pas, mon général? Pierre, avec tout le respect que je te dois, mais la logistique en Biélorussie ne sera pas la même qu'en Ukraine. Bien sûr. En Biélorusse, ce sont des amis, entre guillemets. En Ukraine, ils ne sont pas forcément des copains. Donc l'ambiance n'est pas du tout la même. Le ravitaillement, manifestement, de cette colonne pose problème. Très compliqué. Pose problème, absolument. Ne serait-ce que les pleins carburants. On l'a vu d'ailleurs à d'autres endroits où on a vu un char. Il n'avait pas de carburant. Et en même temps, est-ce que c'est si grave en général, sachant qu'ils ont la maîtrise de l'espace aérien? Alors, oui, ils ont bien sûr la maîtrise de l'espace aérien. Et là, sur le plan tactique, le premier jour des opérations, les généraux russes ont joué ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire qu'ils ont annihilé, si vous voulez, la défense aérienne, notamment les avions, les bases aériennes, les centres de commandement, les centres de transmission. C'est la première chose que nous, on a faite durant la guerre du Golfe, à l'époque, souvenez-vous, c'était ce choix stratégique. Donc ça, il était parfaitement fait de ce côté-là, malheureusement. C'est pour ça, d'ailleurs, que le président Zelensky réclame une couverture aérienne et réclame des avions. Emmanuel Macron peut-il raisonner Vladimir Poutine? On parlera également d'une toute autre campagne, celle de la présidentielle qui approche. Et le président, ça y est enfin candidat. À tout de suite. 16h passé de 31 minutes, merci encore de votre fidélité. La dernière partie de Midi News sur CNews, toujours avec Patrick Dutartre, qui est général de l'armée de l'air, avec Pierre Laurent, qui est historien spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique, David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise, et Laurent Jacobelli, qui est porte-parole de Marine Le Pen. Tiens, d'ailleurs, on parlera dans un instant de l'entrée en campagne d'un certain Emmanuel Macron. On parle bien sûr de ce 9e jour de cette offensive russe sur le terrain. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort par une frappe aérienne sur une zone résidentielle de Kharkiv. Je vous rappelle que c'est la 2e ville du pays, après une offensive sur le port de Mariupol dans le sud-est qui a coupé l'électricité. Moscou annonce que ses troupes et les forces séparatistes pro-russes ont fait la jonction sur la côte de la mer d'Azov. Et puis Kherson est aux mains des Russes. Écoutez le sentiment de Vladimir Poutine, c'était hier après-midi. Chers camarades, je tiens à dire que l'opération militaire spéciale se déroule strictement selon le calendrier, selon le plan. Tous les objectifs fixés sont atteints avec succès.
On est en ligne avec Anna Gavrish. Bonjour, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne et vous vivez à Kiev. Comment vous vivez justement ces dernières heures? Comment avez-vous passé la nuit? Bonjour. Oui, je suis à Kiev en ce moment et je voudrais dire que la journée d'hier était bien difficile, comme toutes les précédentes d'ailleurs. Chaque jour commence par des messages qu'on envoie à tous nos proches, à nos parents, à nos amis, en demandant si ça va. Et ces mots sont tellement importants. Aujourd'hui, on dit même que dans les conditions données, ça veut dire « je t'aime ». Et c'est vrai. Et le plus qu'au monde, on espère entendre de nos proches que chez nous, c'est calme. Et malheureusement, ce n'était pas du tout le cas de ma ville natale, dont j'avais déjà parlé à plusieurs reprises. C'est la ville de Tchernihiv, qui se trouve entre la frontière biélorusse et russe, et puis la capitale de l'Ukraine, Kiev. C'est là où se trouvent mes parents et les parents de mes amis. Alors, cette ville a subi des bombardements terribles depuis le début de cet enfer. Et hier, un missile russe a ciblé et a détruit le quartier. Et je voudrais bien souligner et mettre accent sur le fait que dans ce quartier, il n'y a aucune installation militaire. Il n'y a que des immeubles, des écoles maternelles, des collèges et un hôpital. Et tous ces bâtiments ont été bien frappés. Il y a 33 morts, 33 personnes innocentes ont été tuées. Je ne peux pas les appeler les victimes collatérales parce que c'est pas du tout ça. Et je peux pas trouver les mots pour dire ce qu'on ressent, ce qu'on ressentait hier quand on a essayé d'appeler nos parents, parce que dans les abris où ils se trouvent, il n'y a pas de réseau et parfois il n'y a pas de connexion à Internet. Et je sais pas, ça fait vraiment peur. Et vous savez, on ne sait jamais où et quand l'autre missile va tomber. Alors on est hyper inquiet, du coup tout le temps. Et quand les prisonniers de guerre, ils disent que ce sont des garçons qui pleurent et disent qu'ils ne savaient pas où ils allaient, moi personnellement, je n'y crois plus. Quand ils racontent qu'ils sont venus pour faire des entraînements, j'ai une seule question, quelle sorte d'entraînement? Ils s'entraînent pour tuer les civils, les personnes innocentes, c'est ça les entraînements à la russe? Et je crois qu'on paie le prix trop élevé pour les ambitions et la folie d'une personne. Et je crois que c'est vraiment le temps quand il faut mettre fin à tout ça. Anna, on vous écoute bien évidemment avec beaucoup d'attention. On remonte d'ailleurs en ce moment, au moment où vous nous parlez, ces images du côté de Tchernihiv avec ces combats de haute intensité. Est-ce que vous avez des nouvelles? Et est-ce que vous pensez que ce qui se passe à Tchernihiv, c'est ce qui attend d'une manière ou d'une autre, justement, la ville de Kiev? Oui, on a des nouvelles avec mes amis, on a des nouvelles de nos parents. Pour l'instant, ça va, ça nous rassure un peu pour le moment, du coup. On veut espérer que Tchernihiv, c'est une ville qui est très très forte, que nos amis qui sont restés là-bas pour protéger leur ville, leur famille, et les nôtres aussi, sont forts, assez forts pour tenir le coup et pour ne pas permettre aux soldats russes de venir jusqu'à la capitale, jusqu'au Kiev. On l'espère hyper fort. Anna Gavrish, on sait que les Russes visent des points ô combien stratégiques, mais on a aussi vu qu'il y avait des bâtiments résidentiels qui ont été touchés. Oui, c'était autour. Je veux répéter ça encore une fois, que tout autour et à côté, je connais bien ma ville. Il n'y a pas d'installation militaire ou des bâtiments administratifs. Il n'y a que des immeubles et des écoles qui en souffrent. Et c'est pas par hasard qu'un missile est tombé ici. C'était bien le cible. Et c'est ça que je veux parler, je veux souligner ça parce que c'est vraiment important. Ce sont plus que des installations militaires ou des bâtiments administratifs qui sont ciblés. Ce sont des civils, du coup, qui en souffrent et qui meurent. Que disent les médias ukrainiens sur l'hypothétique assaut concernant Kiev?
On essaie de tous, je crois, et les autorités aussi, de croire que ça va pas se passer. On essaie de faire tout le meilleur pour protéger la capitale. Pour l'instant, à Kiev, c'est relativement calme. Depuis ce matin, on attend des bombardements, des explosions, mais ils paraissent être assez loin. Alors, honnêtement, on est plus en sécurité dans la capitale qu'à Tchernihiv, par exemple, pour l'instant. Et on espère que ça va durer parce que pour le moment, notre armée tient bien le coup. Merci beaucoup, Anna. Rapidement, une dernière question. Vous arrivez encore à vous ravitailler? Pardon Vous arrivez encore à vous ravitailler? Je vous entends très très mal. Vous arrivez encore à vous ravitailler? Vous arrivez encore à acheter des vivres? Oui. On a acheté au début, les 2 premiers jours, on a essayé de prendre tout ce qui est nécessaire, quelques éléments qui peuvent tenir plus longtemps. Alors avec des amis, on a tout ce qu'il faut pour le moment. Les magasins, les supermarchés sont ouverts. Mais il faut comprendre qu'il y a des queues parce que tout le monde sont inquiets. Quelques personnes, la plupart des personnes malheureusement paniquent et essaient d'acheter le plus qu'ils peuvent. Merci beaucoup. Mais pour l'instant, ouais. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Je sais que vous prenez le risque de vous exprimer régulièrement sur notre antenne et on vous remercie du fond du cœur et on vous souhaite bien évidemment au nom de toute la rédaction de CNews beaucoup de courage. À très vite. Il y aura une bataille de Kiev ou pas, mon général? Parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Au final, on commence à se demander si elle aura bien lieu. Sur le front tactique, donc le bombardement qui était évoqué par Anna, c'était sur Tchernihiv, qui se trouve à 120 km au nord-est, pardon. Et donc, ce qu'il va falloir suivre, c'est que pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bouger pour l'instant dans le nord-ouest de Kiev, la fameuse colonne de 60 km. Par contre, ce qui va être très intéressant à suivre, malheureusement, c'est qu'est-ce qui va se passer après Tchernihiv. Et puis, sur certaines cartes que j'ai avec moi, là, on voit une arrivée de l'Est. Donc c'est ça qui va être préoccupant. Mais pour l'instant, Kiev n'est pas encerclé. Il y a des forces russes qui sont pas très loin, bien sûr. Il y a des forces spéciales aussi russes. Il y a des gens infiltrés. Mais pour l'instant, Kiev est libre au sud et à l'ouest. Donc il va falloir surveiller dans les jours qui viennent, si vous voulez, l'avancée des troupes russes, notamment côté est. Rapidement, Pierre Laurent, on a entendu notamment dans la bouche de Gabriel Attal préciser qu'il y aurait un ordre mondial avant et un ordre mondial après. Ça rappelle peut-être aussi un peu George Bush, s'ils ont raison. Écoutez, je pense que, de toute manière, la situation internationale ne sera plus du tout ce qu'elle était avant. Ça, c'est très clair. Quelle sera-t-elle? Il est bien trop tôt pour pouvoir le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine a joué un très mauvais tour à la Russie parce qu'elle mettra très longtemps à s'en remettre, même après l'arrêt des hostilités. Ce ne sera vraisemblablement pas possible de revenir à un état plus ou moins correct entre les Occidentaux et la Russie tant qu'il sera président. Et donc, ce qui aujourd'hui est en jeu, c'est la prochaine présidentielle russe en 2024. Est-ce qu'il sera candidat ou non? Et personnellement, je pense qu'il ne sera pas candidat, qu'il est en train aujourd'hui d'assainir une situation, au point de vue russe, tel qu'il la voit, lui, pour son futur successeur.